Salam alaikum, Mazouf Laoun, bonsoir. Les dérives politiques, lorsqu'elles procèdent de la confiscation de la légitimité, ont besoin d'imposer la paix sociale, d'une façon ou d'une autre. Une paix sociale souvent factice, aléatoire, un peu comme une grosse bâtisse érigée sur des fondations de boue séchée. Une paix sociale que le régime a réussi cependant à imposer, soit en l'achetant, en procédant donc de la corruption de masse, soit par la répression policière, le flicage, l'étouffement des libertés publiques. En Algérie, c'est tout cela en même temps. Et même pire, puisque en plus de la corruption de masse, qui a englouti des centaines de milliards de dollars en l'espace des 3 mandats présidentiels bouteflikiens. C'est aussi la désertification politique, la neutralisation ou la corruption des partis politiques, des pseudo-représentants du peuple, du principal syndicat des travailleurs, le renversement de l'échelle des valeurs. La société civile a été corrompue ou étouffée à un point qu'il est difficile d'imaginer. Le régime a acheté en vie l'argent jusqu'à des hommes et des femmes connus pour avoir été de grands révolutionnaires, des représentants de partis de l'opposition, des gens de gauche, des islamistes, de grands intellectuels. L'intelligentsia a été poussée à l'exil par centaines de milliers de gens, ou totalement éradiquée, transformée en tube digestif, au point où elle est devenue aphone, au point où la grande muette n'est pas l'armée, mais l'université. Vous imaginez? Une armée dont les chefs s'expriment publiquement sur le fait accompli, politique, après avoir contribué à l'imposer, et une université que personne n'entend, qui ne s'exprime jamais, qui ne manifeste pas, qui ne dénonce pas, qui n'alerte pas, quel que soit le péril qui plane sur le pays. C'est cela que le régime a réussi. Mais un effet pervers est venu chambouler cette logique mortifère. La chute des prix du baril en tarit la source où le régime puisait pour corrompre tout le monde. Il ne pourra plus, désormais, ni s'acheter des complices par centaines de milliers, ni maintenir le niveau de consommation à celui effarant d'aujourd'hui qui lui a permis d'étourdir une société qui découvrait les délices de Capoue après de si longues privations. Et c'est comme cela que les fondations de boue séchée commencent à se fissurer. Ça craque de partout, de toutes parts. Des émeutes commencent à partir un peu partout dans le pays. Des universités se réveillent comme d'une longue léthargie. Des intellectuels s'improvisent leaders et appellent au sursaut avant qu'il ne soit trop tard, avant que la violence ne déferle sur la scène et ne vienne enflammer tout le pays. Des Algériens s'organisent. Certains appellent à se préparer, d'autres parlent déjà de désobéissance civile. Tous savent que le pire viendrait d'une explosion de violence. Tous veulent aller vers une contestation politique et surtout pacifique du régime, pour une transition douce vers un état de droit. Mais des inconnus demeurent. Qui est vraiment derrière la façade de l'égalité qui est devenue le président Bouteflika? Ceux qui ont fait main basse sur le pouvoir et les puissances étrangères qui les protègent, accepteront-ils de lâcher le morceau, si je peux dire, sans tenter une dernière fois de manipuler la contestation montante? En l'absence de subsides aussi massifs dont ils ont usé et abusé, de quelle manière vont-ils pouvoir garder leurs alliés naturels? La grande colère des millions de gens, tous ces oubliés de la grande Zerda, va-t-elle pouvoir être endiguée, contenue?
Autant de questions dans une situation appelée certainement à se compliquer. Aujourd'hui, liberté. À l'origine de la protestation, la délocalisation d'un projet de centrale électrique. Betna, émeute à Oued Elma, par Rachid Hamatou. El Watan, Tizi Ouzou, grève des étudiants, par Hafid Azouzi. La dépêche de Kabylie. Béjaïa à l'appel du SNAPAP, marche contre la vie chère, par B. Mouboud. avec nous aujourd'hui, Abderrahim Rabia, secrétaire national de la SNAPAP, Amirouche Kamour, étudiant Tizi Ouzou, Rachid Malawi, président Gata et SNAPAP, Chouaib Msameh, militant politique et associatif Annaba. Rachid Malawi se trouve en ce moment à Paris, où il doit présenter un livre, Le syndicalisme en Algérie, et il est en mission syndicale. Et Abderrahim Rabia, qui est secrétaire national de la SNAPAP, est à Alger. Abderrahim Rabia, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonsoir à tous les travailleurs de la Maghrébia, marchand des Algériens, autrement. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, commençons par le pouvoir d'achat des Algériens d'une manière générale. Quel est-il? Comment ça se passe? Est-ce que la situation est aussi alarmante que le disent certains? Bon, la situation, elle est alarmante. Elle est au rouge, la situation. Je dirais que la situation des Algériens, elle s'aggrave de jour en jour. Donc, le pouvoir d'achat, les prix ne cessent d'augmenter et les Algériens, les simples travailleurs, n'arrivent même pas à subvenir ou leur paye n'arrive même pas à vivre ses enfants pendant un mois. Donc elle ne tient même pas un mois, une semaine. Avec le salaire que les travailleurs, les simples travailleurs, elles n'arrivent même pas à tenir un mois, 30 jours. Et le SMIG, les gens qui sont payés au SMIG, Abderrahim Rabia, avec le prix du lait, de la pomme de terre, des pâtes alimentaires, de l'huile, ça veut dire ces produits de première nécessité pour faire des petits repas juste. Vous pensez que le SMIC suffit à une famille, par exemple, de 4 personnes ou 5 personnes? Bon, le SMIC, d'abord, le gouvernement algérien a déclaré depuis 2008, c'est 18 000. Or, la réalité sur le terrain, la majorité des travailleurs qui sont dans les corps communs, ouvriers professionnels, n'atteignent même pas les 18 000 dinars. Et le marché, ne cesse, les produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. Et le SNAPAP a effectué une étude sur le pouvoir d'achat. C'est la deuxième étude à laquelle, pour une famille de 5 personnes, pour vivre la moyenne, pas la richesse, pas se permettre à tout, donc la moyenne, il doit toucher 6 millions et quelques. 60 000 dinars. Exact. Ça veut dire l'équivalent de à peu près 500 à 600 euros. Voilà. Alors qu'en ce moment, le SMIC est de l'équivalent d'environ 100 euros. Pour certains. C'est-à-dire ceux qui le touchent, l'équivalent c'est 100 euros. Pour des prix dont la plupart des produits sont du même prix qu'en Europe. Quelque chose d'important à rappeler. Les prix sont à peu près les mêmes en Europe et en Algérie, mais le SMIC est d'environ 100 euros. Oui. Voilà. Sinon, est-ce que vous pourriez nous parler de cette histoire? Vous savez que le SNAPAP, les gens savent que le SNAPAP est un syndicat libre, autonome, qui est né au forceps, qui s'est imposé pratiquement de force. Or, le régime, pour le neutraliser, il lui a créé des clones. Il lui a créé des syndicats pour le neutraliser, des syndicats qui travaillent avec le régime, avec les services de sécurité, etc. Essayez de nous en parler un petit peu. Oui,
le pouvoir a sa propre société, bien sûr. Il a ses propres partis politiques, ses propres syndicats maison. Celui qui ne se plie pas aux directives, à leur truc, il leur crie le parallèle. C'est le cas du SNAPAP, là où ils ont demandé pour le SNAPAP de soutenir Bouteflika. Il y a eu un conseil national parce qu'on est un syndicat autonome et dans notre syndicat on a toutes les obédiences. Et le conseil a décidé en 2004 de ne pas voter sur un président. Mais là, ça a commencé depuis 2004 après avoir choisi un député qui était un membre fondateur du SNAPAP en 90 et qui n'a pas il n'est pas fonctionnaire, donc il n'a pas le droit d'exercer le syndicat. Parce que la loi 90-14, elle dit celui qui n'a pas qui n'est pas fonctionnaire, il n'a pas le droit d'exercer le syndicat. Comme lui, il est député, automatiquement, il n'est pas fonctionnaire. Donc, il a l'immunité. On a essayé de déposer plainte contre lui pour usurpation, mais il a l'immunité parlementaire. Donc, on n'a pas pu. Et le pouvoir l'a utilisé, il lui a donné la subvention, il envoie des instructions aux wilayat et aux directions pour favoriser les cibles pour structurer, de ne pas travailler avec notre syndicat, donc le président et M. Rachid Malawi. Oui. Qui est avec nous en ce moment. Oui. Restez avec nous, Rabia Abdelrahim. Je reviens à vous dans un instant. Amirouche Kamour, vous êtes étudiant à l'université Tizi Ouzou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, il y a eu une manifestation hier à l'université Tizi Ouzou. Dites-nous d'abord pourquoi cette manifestation. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Je tiens d'abord à vous saluer, à vous remercier infiniment pour cette émission. Merci. Je remercie également tous les étudiants de l'université de Maamri qui ont répondu à notre appel qui est de paralyser toute l'université. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Je remercie infiniment l'ensemble des étudiants des comités autonomes de l'université de Maamri qui ont répondu à l'appel de la coordination locale des étudiants qui a appelé une grève générale et un site de développement principal d'Osnawa ainsi que la fermeture du rectorat. Ce mouvement de contestation d'hier intervient après une série de contestations enregistrées au niveau pratiquement de tous les départements de l'UMMTO ainsi qu'au niveau de toutes les résidences universitaires vu la situation chaotique, amère que vit la communauté universitaire. Donc, nous avons vu la nécessité de réunir tous les comités autonomes de l'université de Maamri autour de la coordination locale des étudiants le 13 janvier précédent. Donc, voilà, il y a beaucoup de problèmes d'ordre social, il y a des problèmes d'ordre pédagogique que nous avons discutés, débattus, avec beaucoup de liberté, beaucoup d'intelligence aussi, au sein de cette réunion de la coordination locale des étudiants. Mais justement, Amirouche Kamour, je m'excuse de vous interrompre. Moi, justement, vous en venez là où je voulais vous voir arriver. En fait, nous, ce n'est pas tant les problèmes que vous soulevez qui nous intéressent, même s'ils sont intéressants. Ce qui nous intéresse, c'est la façon avec laquelle vous avez organisé cette manifestation très rationnelle, très responsable, des jeunes qui s'organisent, qui discutent, qui se partagent la tâche, qui utilisent des moyens très pacifiques, très pédagogiques, qui arrivent vraiment à rassembler beaucoup de monde. C'est tout ça qui nous intéresse et j'aimerais justement que vous nous en parliez. Comment avez-vous pu vous organiser de cette manière aussi admirable, j'allais dire? D'accord, parce que nous avons assez d'expérience. Au passé, nous étions derrière le mouvement de la coordination nationale autonome des étudiants qui a appelé à une grande marche sur la capitale, sur Alger, le 2 avril 2011.
Donc nous avons assez d'expérience pour sensibiliser, mobiliser, encadrer tous les étudiants. Nous avons pu les convaincre de rejoindre leur mouvement, en réalité, parce qu'il ne s'agit pas de mouvement de la coordination locale des étudiants seulement, parce que leurs revendications, ils sont portés par chaque étudiant de notre université. Et nous avons donné toujours un caractère pacifique à notre travail, puisque l'administration, ou bien les responsables, les autorités du pays, utilisent toujours la violence. Nous sommes contre toute forme de violence. D'ailleurs, je tiens à dénoncer fermement la violence ordonnée, structurée au sein de notre université. Quand on tabasse un étudiant par des agences de sécurité, je crois que nous n'avons pas le droit, justement, de faire le cœur à la violence. La violence, il est banni. Il est banni au sein de l'université. Donc, nous avons appelé à la vigilance, à la prudence, puisque le pouvoir, elle a tous les moyens de violence, mais nous restons toujours pacifiques. Mais en plus des problèmes qui sont propres au fonctionnement de l'université de Tizi Ouzou, l'université Mouloud Maamri, est-ce que cette université se sent prête aujourd'hui à s'impliquer dans ce qui la concerne, dans ce qui la regarde en premier chef, puisque l'université est censée être l'intelligentsia du pays? Est-ce que vous êtes prêt à entrer de plein pied aujourd'hui dans tout ce qui concerne le pays, dans cette dérive où nous emmène le régime? Donc l'université est considérée la colonne vertébrale de tous les pays. L'université ne peut pas, comme ne doit pas s'incruster dans le camp de despotes internes. L'université, c'est le lieu de l'élite, c'est là où il y a l'élite. Il y a des futurs cadres. Donc ils sont aussi justement de travailler avec les autres franges de la société. Ils sont aussi d'encadrer la société, comme nous avons ici le différent 2011, à travers la marche de 2 avril 2011. Donc, ils sont aussi de collaborer avec tous les partis politiques de l'opposition, les syndicats autonomes. Et est-ce qu'il y a une coordination, entre les étudiants, mais une coordination libre, indépendante, qui ne relève pas du régime, une coordination entre les étudiants, mais qui soit vraiment efficace, vraiment dynamique, vraiment qui bouge, quoi? Voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure. Les étudiants sont organisés dans le cadre des comités autonomes, libres, indépendants du pouvoir. Vous savez très bien que le pouvoir en place a étouffé, essaie d'étouffer le mouvement des étudiants à travers... Non, mais moi je parle de coordination entre vous et les autres universités du pays. C'est ça, nous allons lancer un appel incessant, Inch'Allah, à travers les réseaux sociaux, en se déplaçant bien sûr même au niveau de Bdjaya, Alger. Nous allons les contacter afin qu'on puisse redynamiser la fameuse coordination nationale autonome des étudiants. Restez avec nous, Amirouche Kamour. Rachid Malawi, président de Segata et de la SNAPAP, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir Rachid. Alors, d'abord, présentation de votre livre, Le syndicalisme en Algérie. Non, c'est un livre qu'on a été collaboré entre nous un livre collectif. Et le syndicat. Un livre qui a été en collaboration avec un syndicat français militant, donc sur un livre sur le syndicalisme Algérie et en même temps la situation sociale et politique que le syndicat l'a imprimé et maintenant après on va le distribuer pour les gens, c'est-à-dire voir ce livre-là le premier livre. Alors, parlez-nous un peu des raisons qui ont motivé la marche de Bdjaya hier, je crois. Non, écoute, j'ai parlé déjà dans une émission avec vous et avec d'autres en arabe déjà, et on a dit, et j'ai dit que le SNAPAP et le Segata, le SNAPAP a fait un conseil national, il a fait un communiqué que vous avez passé tout le monde, qu'il revient à la protestation. Oui. Rachid Malawi. Donc, oui. Et donc, les reprotestations. En même temps, on a dit, j'ai dit après que je vous ai parlé avec vous dans la même émission sur le pouvoir d'achat et l'étude qu'on a fait, j'ai dit qu'un front de l'EFI qui est en train de se constituer,
et pour refuser tout ce changement radical, bradation du secteur public et des entreprises et la pauvreté des travailleurs et des citoyens. On ne va pas rester comme ça, les bras, on va bouger. Et j'ai dit qu'il y a des choses qu'on va organiser autant qu'organisation pacifique, mais il y aura aussi des manifestations non organisées, et ça on avait peur que ça se passe, et elle a commencé. Tout ce qui dit SNAPAP ou dit SIGATA, elle le fait en application. Je vous dis, en même temps, quand j'ai parlé de Front de l'EFI qu'on va sortir manifester, je vois dans un Facebook, on n'a pas vu dans le journal, une rencontre où il y avait le secrétaire général de l'UJTA et notre clonage et 3 ministres dans un rencontre avec le clonage du SNAPAP, qui est un député retraité qui a 63 ans, donc, et Sidon Saïd avec lui, avec 3 ministres. Dans une rencontre, je ne sais pas quelle est cette rencontre. Et donc, après notre intervention, ils ont fait ça pour essayer elle n'est pas sortie dans la presse, mais elle est passée dans les télés étatiques et proches du pouvoir, pour déstabiliser la base du SNAPAP et déstabiliser les autres syndicats et les travailleurs, pour dire voilà le SNAPAP. Nous, on a montré que Sidon Saïd, il a attaqué, il a insulté les gens. On a montré le bureau de wilaya de GIA avec la société civile, c'était le premier étape, il est sorti, il a montré, voilà les SNAPAP, voilà les citoyens, voilà les militants réels de cette organisation représentant des travailleurs. Maintenant, il y a une guerre entre le bon et le mauvais, les corrompus et les gens qui veulent changer. Donc, les gens qui sont corrompus et la mafia, ils sont en train de s'unir parce qu'ils ont peur. Donc, ils essayent de faire n'importe quoi pour faire pression avec l'armée et faire peur aux gens pour dire l'armée, elle est là, elle va m'attaquer. En même temps, ils utilisent leur patronat et tout ça pour déformer. Nous, en tant que syndicats militants, et d'autres associations et des organisations militantes, ils sont en train de montrer non, le peuple n'a pas peur et il est en train de sortir. Ça, c'est pour t'expliquer, c'est-à-dire la situation. Ce ne sera pas le BGA, il sera après à Tizi Ouzou, après d'autres wilayas. On ne dit pas les wilayas pour que le pouvoir ne bloque pas, mais il y aura d'autres masses qui seront d'autres wilayas, organisées par le SEGATA ou le SNAPAP ensemble, avec les organisations du chômeur et les organisations des étudiants et des pré-emplois et tout ça qui est en train de se préparer. Et le pouvoir sait ça. Mais on n'a pas peur de dire, mais on ne dit pas le temps. Bon. Ça, ce qu'on a promis, et ce qui se passe, c'est pas notre faute. Pour dire que le clonage, c'est nous le premier qui a parlé de clonage, parce qu'ils ont essayé de cloner des partis politiques, ils l'ont fait, comme le clonage du Jabala et tout ça. Et maintenant, ils essaient de cloner le parti de Louisa Hanoun et de Hamas, tout ce qui sort opposition radicale, autonome par rapport au pouvoir, ils essaient de déstabiliser par le clonage pour disturber leurs militants. Ça, c'est une tactique qui est connue depuis 62. Ils ont fait très rien et pour faire ça. Mais le problème, ils le font avec des gens non crédibles, avec des gens qui n'ont rien à voir avec la population ou d'honnêteté. Donc, la situation, si le pouvoir, il a déstabilisé toutes les organisations pour avoir la main, maintenant, il ne veut pas une organisation, c'est-à-dire structurée qui organise. Parce qu'une organisation structurée qui organise, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut un changement pacifique, elle veut un changement normal. Mais quand une organisation quand des choses collectives qui sont non organisées, ça fait, ils poussent les gens, ils vont utiliser la police à taper ces gens-là. Et quand ils les tapent, il aura la violence. Après, ils vont dire, voilà le peuple qui sort, ils ne sont pas organisés, on va faire comme la Syrie et la Libye. L'Algérie n'est pas la Syrie, l'Algérie n'est pas la Libye. On aime l'Algérie mieux qu'eux, parce qu'on n'a pas volé l'Algérie. On aime les gens qui sont militants, qui sont en prison, ils n'ont pas volé de l'Algérie, ils n'ont pas pris l'argent de l'Algérie. Donc Aït Ahmed Zidi, je répète, il est mort comme un président de la République sans être président. Et donc le pouvoir n'a pas compris que le peuple sait qu'est-ce qui se passe et que maintenant c'est le temps que dire on a marre, on veut une gestion transparente de notre économie. Ils ne parlent pas des entrepreneurs ils disent on va faire des licences d'importation. Pourquoi l'importation? Donc même l'importation, tout ce qui est fait en Algérie, il est importé. Les faux crédits de consommation qui nous utilisés pour les travailleurs, les crédits de consommation. Les frigidaires, c'est la même marque.
c'est les mêmes pièces qui constituent les télévisions sont importées et en Algérie sont en montage. C'est la même chose. On importe des frigidaires comme si on détaillait. C'est la même chose, c'est de vis qui va sortir. Rachid Malawi, je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous dans un instant et je vous demanderai de nous expliquer pourquoi vous ne parvenez pas, vous, syndicats autonomes, à faire une jonction avec tous les mouvements de contestation, de protestation, universitaires, opposition politique, jeunes, jeunes chômeurs, etc. Je reviendrai à vous dans un instant. Chouaïb Msameh, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, bonsoir. Wa alaikum salam, bonsoir. Alors, vous êtes en train, vous êtes, j'allais dire, presque une curiosité sociale, puisque vous êtes en train de créer quelque chose de tout à fait nouveau, vous, de façon très improvisée, très spontanée, vous êtes sorti de la société même et vous êtes en train d'organiser une sorte de prise de conscience. Vous avez réussi à réunir autour de vous quelques dizaines de personnes, puis maintenant quelques centaines de personnes. Vous tenez des meetings où vous expliquez la situation aux gens, où vous leur désignez la menace de façon claire, où vous leur indiquez de quelle manière il faut lutter, il faut résister, et surtout, vous insistez beaucoup pour dire que la seule façon de s'en sortir, non seulement c'est de contester et de demander une vraie transition, mais surtout de rester dans la contestation pacifique. Essayez de nous expliquer un peu. Bon, ce qui se passe, l'heure est grave. L'heure est grave et tout un chacun doit se sentir concerné. Et nous ne faisons pas exception. Ce qui se passe, c'est qu'on a peur que les Algériens n'aient pas beaucoup de choix comme moyen de contestation à part la colère noire et la colère aveugle. Chouaïb Msameh, excusez-moi, avant de vous laisser poursuivre. Oui. Dites-nous d'abord qui vous êtes. Présentez-vous un peu à vos compatriotes, à nos téléspectateurs. J'aimerais me présenter en tant que simple père de famille. En tant que simple père de famille, pour un simple père de famille qui n'a pas envie d'avoir un jour à répondre à ses enfants devant une question légitime, si l'État du pays se disloque ou l'Aqdar ils diront, vous savez, alors pourquoi vous n'avez rien tenté? Donc je pense qu'il faut tenter quelque chose et je pense qu'on a encore des cartes à jouer en tant que société, en tant que citoyen. Et voilà. Vous êtes à Annaba? Oui, je suis citoyen à Annaba, je suis médecin à Annaba. Très bien, vous êtes médecin, c'est parfait. Donc je vous laisse poursuivre ce que vous vouliez nous dire. Voilà, donc on aimerait offrir quand même aux citoyens une autre voie que celle qui est proposée. Actuellement, le peuple est pressé entre la peur et la colère. Bon, bien sûr, la peur légitime de vieux souvenirs, de vieux cauchemars de la décennie noire, où la colère gagne, et entre le choix de la rue violente et incontrôlée. Il y a aussi beaucoup de gens qui poussent vers cette voie. On aimerait offrir, en tant que un petit peu, je vais oser dire intellectuel, une autre voie plus dure, plus difficile, plus longue, mais c'est un investissement qui est sûr pour toute société qui se respecte. C'est un investissement dans la conscience, dans la lutte pacifique, visible et ostentatoire et déterminée. Voilà, c'est à peu près les grandes lignes de notre mouvement. Et on aimerait qu'il y ait adhésion à cette démarche. Et vous êtes en train de rassembler des gens dans la rue, vous tenez des meetings, la police vous laisse faire? Bien sûr, écoutez, nous partons de la logique que le MN et la police et tout, c'est pas des ennemis naturels des citoyens. Ils sont là pour servir les citoyens. Quand quelque chose se passe dans le calme, avec des revendications claires, quand c'est des gens qui sont responsables, qui tiennent des propos responsables, ou des propos que personne ne peut quand même refuter, et demander quand même qu'il y ait une solution pacifique et discutée et déterminée. Personne ne peut dire non à ces revendications. Non, mais excusez-moi, Chouaïb Msameh. Aux yeux de la loi, du moins de la loi de ce régime,
tout rassemblement sur la voie publique qui ne soit pas autorisé de façon officielle est considéré comme un attroupement illégal qui risque de perturber l'ordre public. Moi, à ma connaissance aussi, la Constitution permet jusqu'à maintenant, elle permet aussi le droit de rassemblement. Oui, notre rassemblement est certes toléré, mais il est maîtrisé. Tant qu'il est maîtrisé, tant que c'est des gens qui sont responsables, connus au niveau de la ville, je ne vois pas comment on pourrait nous interdire de nous réunir et de discuter entre nous, entre citoyens. Et si demain vous êtes des milliers, pour le moment vous êtes des centaines, qui vous rassemblez, qui parlez les uns avec les autres, vous tenez des meetings politiques, des meetings citoyens, et si demain votre succès fera en sorte que vous aurez des milliers de gens autour de vous à Annaba, comment ferez-vous pour gérer la situation? Il faudrait que l'initiative soit adoptée par tout le monde et qu'elle ne dépende pas de personne, de la présence ou de l'absence de personnes. Et moi, j'espère qu'on arrivera à des solutions avant qu'il y ait éventuellement des... Mais le mot d'ordre restera toujours le même. Pas de violence et toujours pacifique. Et si demain... Bien sûr, aux provocations. Et si demain, votre mouvement réussit, vous réussissez à convaincre les gens veulent entrer dans votre dynamique de changement du régime par la voie pacifique, est-ce que vous allez monter d'un degré dans l'organisation? Vous organisez à un niveau national, contacter d'autres mouvements pour créer une synergie? On cherche bien sûr à réunir toutes les énergies positives et citoyennes. Ceci dit, on ne va pas abandonner le terrain. Et on cherchera toujours à faire des actions qui vont dans ce sens. S'il faut faire des sittings, on fera des sittings. S'il faut faire des marches, on fera des marches. S'il faut faire des actions d'explication aux citoyens des enjeux du moment, on le fera. Moi et le groupe avec lequel je travaille, on cherche à influencer un petit peu la société pour qu'elle prenne ses responsabilités. On ne cherche pas des rôles héroïques ou à apparaître ou à prendre un rôle de leader. Cela nous suffira si on voit que la société bouge dans le bon sens et qu'elle prenne ses responsabilités pour vivre normalement et décider d'elle-même de ses choix. Restez avec nous, Chouaïb Msameh. Je reviens à Rabia Abderrahim. Rabia Abderrahim, bon, ce n'est un secret pour personne. L'UJTA est le syndicat du régime, bien sûr, avec des chefs de l'UJTA qui se sucrent, qui habitent au Club des Pins, qui sont milliardaires, qui sont à son attraque comme des nababs, des barons, des milliardaires au vrai sens du terme. Mais tout le monde n'est pas pourri. Dans l'UJTA, il y a encore de vrais syndicalistes qui essayent de reprendre le contrôle de ce syndicat historique, il faut le rappeler. Or, en ce moment, justement, il se passe des choses. Hier, à Champmanœuvre, à la Maison du Peuple, il y a eu du grabuge. Et maintenant, des voix s'élèvent pour contester Sidi Saïd. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, vous qui êtes dans ces eaux-là? Bon, pour ce qui s'est passé au Palais des Nations, là où la centrale du JTA, bon, les journaux en parlaient. Plus tard, il y a des gens qui se demandaient pourquoi est-ce que l'ordre du jour, d'abord, qu'est-ce qui est l'ordre du jour de cette assemblée, de cet appel? L'appel, ils pensaient que c'était l'appel sur le pouvoir d'achat, sur la situation des travailleurs. D'ailleurs, à la marche de Bijaya, hier, ils ont dénoncé les insultes de Sidi Saïd. Ils ont dit que nous n'avons pas besoin de crédit à la consommation du moment que notre paye ne tient même pas un mois. Donc il n'a rien ramené pour nous, il n'a rien ramené pour les travailleurs. Et comme vous le savez, il y a des travailleurs qui sont recrutés depuis 1996 en tant que vacataires, puis par le statut de la fonction publique en 2007. Donc automatiquement, ils leur ont demandé de démissionner en tant que vacataires et de les mettre sous forme de contrat contractuel à durée déterminée et à durée indéterminée.
Est-ce que vous pensez qu'il est possible que les vrais syndicalistes qui se trouvent à l'UJTA pourraient récupérer réellement ce syndicat, ce grand syndicat, et le remettre au service des travailleurs? Il est impossible de récupérer la centrale UJTA, le syndicat UJTA. Il est impossible de le récupérer, étant donné que tous les textes, toutes les lois, même l'avant-projet du Code de travail, il va dans le sens où ils vont fermer le champ des libertés syndicales. Donc, actuellement, on vit des problèmes. Il y a des syndicats qui ont déposé des dossiers pour créer leur propre syndicat, qu'ils soient dans la fonction publique ou dans le secteur économique. Mais à ce jour, il n'y a rien du tout. Et c'est le cas de notre confédération, SIGATA, d'où le dossier a été déposé, mais aucune suite. Malgré qu'il est affilié officiellement en 2014 à la CSC, la Confédération des syndicats internationaux. Mais en Algérie, le pouvoir algérien, il a peur de l'autonomie. Il refuse l'autonomie. Il refuse que les gens soient autonomes, qu'ils soient syndicats ou associations ou sociétés civiles, etc. Restez avec nous, Rabia Abdelrahim. Amirouche Kamour, on dit généralement, c'est une image de rhétorique presque, on dit que l'armée est la grande muette. On dit de l'armée qu'elle est la grande muette parce que, sur le plan du principe, elle n'a pas à s'exprimer sur la scène politique. En matière politique, elle est muette. Et comme elle est très forte, on dit c'est la grande muette. Or, en Algérie, c'est tout à fait l'inverse. L'institution, si on peut l'appeler comme ça, qui s'exprime politiquement le plus, qui est omniprésente dans la prise de décision politique, dans l'expression politique, c'est l'armée. Et l'inverse, l'université qui est censée être la voix des Algériens, l'élite, l'avant-garde de la contestation politique et sociale, l'allié naturel des syndicats, de l'opposition, des intellectuels, l'université est la grande muette puisqu'elle ne s'exprime plus. On ne l'entend plus. Comment pourriez-vous nous expliquer ça, s'il vous plaît? D'accord. Bon, l'université, quand vous la considérez comme une grande muette, oui, c'est vrai. Tout ça, c'est le résultat d'un long processus mené par le pouvoir en place afin de calmer les étudiants, afin d'étouffer tout mouvement de contestation. Je vous ai dit tout à l'heure que à travers les syndicats, c'est-à-dire les organisations satellites affiliées au pouvoir, donc il y a de la corruption, il y a de mauvaises formations, des études sur le plan syndical, sur le plan politique, et cela, c'est la responsabilité des partis qui ont déserté l'université, les partis politiques. Mais tout de même, cette grande moite, il ne faut pas la sous-estimer. Je crois qu'un jour, Inch'Allah, l'étudiant fera beaucoup de choses pour sauver le pays, pour sauver l'université. Il aura son mot à dire sur les questions politiques. Il aura son mot à dire dans le changement politique du pays. Et c'est comme ça. Nous sommes en train de faire en sorte à ce que l'étudiant se prononce au moins politique à l'université. Mais excusez-moi, Amirouche Kamour, jamais, depuis 1962, même pendant les années de sang, les années de carnage, jamais l'Algérie n'a été aussi en danger que maintenant. Si l'université ne s'implique pas maintenant dans la vie politique, quand est-ce qu'elle va s'impliquer? Quand il sera trop tard? Non. Je vous ai dit, justement, c'est la responsabilité pas seulement des étudiants, mais même des enseignants qui doivent unir leurs forces, leurs énergies, leurs pensées en collaboration avec les syndicats autonomes de leur secteur afin de s'organiser, afin de faire face à un éventuel mouvement de soulèvement pour donner toujours un caractère pacifique et sauver l'Algérie en procédant à un changement radical, pacifique de système de gouvernance en Algérie. Donc, je vous cite à titre d'exemple, personne
on a attendu à ce que les étudiants marchent une fois au mois dans l'histoire de l'Algérie indépendante sur la capitale le 12 avril 2011. La grande marche qui a dressé des centaines de milliers d'étudiants dont nous avons scandé des slogans hostiles au pouvoir. Donc, nous avons réclamé la démocratisation de l'université et la démocratisation du pays. Nous avons réclamé et revendiqué le changement radical du système politique en Algérie. Nous avons scandé nous avons scandé le pouvoir dégage, l'étudiant s'engage et malheureusement nous n'avons pas pu continuer le mouvement puisqu'il y a toujours un travail de désinformation de la part du pouvoir. J'espère que cette année, Inch'Allah, qu'il y aura la redynamisation de tous les comités autonomes au niveau national afin qu'on puisse mener un travail ensemble. Merci, Amirouche Kamour. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je reviens à vous, Rachid Malawi. La question que je vous demandais, que j'allais vous poser tout à l'heure, donc pourquoi n'arrivez-vous pas à faire une jonction avec tous les mouvements de protestation qui ont lieu? Tout le monde proteste, tout le monde conteste, mais chacun dans son petit coin, de façon isolée, pas au même moment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les mouvements d'opposition efficaces comme le vôtre, comme ceux de nos invités qui sont aujourd'hui avec nous, n'arrivent-ils pas à faire jonction pour être plus forts? Bon, premièrement, je dois répondre aux militants associatifs de Annaba pour dire que quand tu fais une marche pacifique ou un regroupement pacifique et tu parles normal, tu n'auras pas de problème. Donc les autres qui ont fait manifester des sittings pacifiques et ont été matraqués par la police, donc ils n'ont pas fait des choses pacifiques, non. Il y a beaucoup de marches pacifiques, des organisations maliennes ont été matraqués par la police et par les forces de l'ordre. Donc c'est pas le problème. Le pouvoir étudie l'importance de l'impact. Est-ce que cette marche, elle va bouger les choses? Donc si elle est importante, il va utiliser matraquer. Quand il voit ça commence petit, il peut laisser pour dire l'image démocratique. Mais la loi interdit toute manifestation sans autorisation et c'est la loi qui dit ça. Donc c'est pas une chose qu'ils l'ont imposé. On a demandé de lever, mais ils ne l'ont pas enlevé. Donc il reste toujours à demander une autorisation pour une réunion. Et pour une marche, ils peuvent nous interdire, ils nous ont interdit plusieurs fois pour formation à l'hôtel, ils peuvent interdire pour la marche. Donc, deuxièmement, pour dire qu'on n'a pas, nous on a dit appel au front, et l'appel est en train de se constituer. Il y a des associations qui nous contactent, il y a 2 réunions, 3 réunions, déjà pour se constituer avec la société civile. On veut toute collective, n'importe quel collectif de la société civile, syndicats ou associations autorisées ou non autorisées, on est en train de se rassembler. Et beaucoup de monde est d'accord pour faire ce front de refus de la société civile, comme les partis politiques qui sont en train de faire leur front à eux, et c'est bon, donc l'opposition est en train d'augmenter, c'est bien, et nous aussi, pour dire qu'on veut aussi que ce front soit sur des bases réelles, qu'est-ce qu'on veut, et qu'on sort la rue sur c'est-à-dire des revendications claires, nettes, pour un changement pacifique en Algérie. Deuxième point, nous, n'oubliez pas c'est pas la première, le CNCD, c'est nous qui avons déjà appelé pendant le CNCD, et on a pu avoir des acquis, comme la levée d'état d'urgence et tout ça. Mais après, les choses ont changé, ils ont fait des lois, des lois qui sont anti, comme la loi d'association des partis et tout ça. Il faut comprendre que la peur, chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a l'armée qui parle, qui dit la stabilité et la stabilité et la stabilité. Il y a la peur de la campagne de sensibilisation du pouvoir public et pour utiliser la Libye, la Syrie, comme quoi, voilà. Mais nous ne sommes pas la même chose, nous ne sommes pas comme eux, c'est pas normal, c'est pas normal. Nous, il y avait octobre, il n'y avait pas de problème que l'Algérie a divisé. Il y avait le CNCD n'a pas divisé l'Algérie. Il y avait beaucoup de manifestations, il y a des élections, il y a des revues, il y a des coups d'État et tout ça. Et l'Algérie, elle est restée l'Algérie. Donc ça, c'est une utilisation pour faire peur, pour éviter que les gens se rassemblent. Et ils font des interdits, ils vont peur. Et ils ont parlé que moi, j'ai quitté l'Algérie, je vis en France.
C'est pour ça que j'ai précisé que nous, on a fait un livre et on est en train de, c'est-à-dire que le livre, discuter le livre qu'on a fait, on va sur l'Algérie et imprimer ici. Donc, il y a beaucoup de déformations, de déstabilisations qui sont en train de faire peur pour que les gens se regroupent. Mais les conditions de vie, et ce qu'on a dit, et le pouvoir d'achat, et il n'y a pas un État qui répond. Il y a un État qui réprime, il y a un État qui ne respecte personne, il y a un pouvoir qui est vraiment, il est devenu pourri, tellement qu'il est devenu pourri que les gens ne sont même pas, les gens qui à l'intérieur du pouvoir, ils sont réprimés par le pouvoir. Même les gens du pouvoir qui ont de le poids, qui sont suivis, sont réprimés parce que ça, y a rien. Donc, pour dire que on est en train de s'ouvrir et on est en train de préparer. J'ai dit au moment pas, nous qu'on dit quelque chose, on est en train de le faire. En même temps, pour l'université, n'oubliez pas, l'université au printemps arabe, 2011, les étudiants sont sortis, ils vont venir jusqu'à la présidence. Mais après, ils ont acheté, c'est-à-dire ils ont calmé par changer de degré, tout ça, c'était une revendication sectorielle. Mais maintenant, avec le pouvoir d'achat qui va toucher tout le monde, et n'oubliez pas que les étudiants sont dehors. C'est les chômeurs diplômés qui sont des étudiants, puisqu'ils viennent de sortir, il n'y a pas de travail, ils sont dehors. La révolte en Tunisie, c'est pas les étudiants qui l'ont fait, c'est les chômeurs qui l'ont fait. Donc c'est des chômeurs diplômés, donc c'est des ex-étudiants. Donc c'est la rue qui change. C'est pas l'intérieur de l'université qui a changé, c'est à l'extérieur. Mais les étudiants sont ils doivent accompagner le mouvement d'or pour préparer l'avenir et pour participer à le changement. Rachid Malawi. Elle est en train de commencer maintenant. Rachid Malawi, merci. Merci. Chouaib Msameh, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. J'aimerais que vous me disiez quels sont les motifs profonds qui vous ont poussé à tenir ces meetings, à essayer de parler à vos compatriotes, à essayer de les réveiller, si je peux me permettre le terme. On est conscient la solution est entre les mains du peuple et elle est entre les mains d'une certaine élite. Dans le sens, si cette élite bouge, si cette élite arrive à s'organiser, notre grand problème en Algérie, comme l'a bien ciblé M. Malawi, c'est un problème d'organisation. Si on arrive à travailler ensemble, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment appris. Chacun est dans son coin. Si on arrive à faire que la société travaille ensemble, ces éléments, ces citoyens travaillent ensemble autour d'un but commun, précis. Donc je rejoins encore M. Malawi, un but précis, non dilué, loin de tout populisme. Donc un but précis, si on arrive à faire ça, eh ben, on va probablement sortir de toutes nos crises. C'est le but ultime. J'aimerais vivre dans un pays normal, où les lois sont respectées, où les rues sont propres, où on peut élire nos représentants et où on peut parler librement et participer dans l'épanouissement de ce pays. C'est un beau rêve et on essaie de traduire ce rêve sur le terrain. C'est aussi simple que ça. J'aimerais juste dire à M. Malawi, quand j'ai parlé du problème de matraquage et des manifestations qui sont interdites. Effectivement, elles sont interdites. Mais j'aimerais juste qu'on dépasse le fait de voir dans ces policiers des ennemis. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Voilà. Un jour, je sais, peut-être qu'ils viendront pour nous matraquer. Mais même dans ce moment-là, j'invite tous les Algériens à ne pas voir en ces policiers, pères de famille, comme des ennemis. Voilà, il ne faut pas se tromper. Merci, il faut merci. Calme et déterminé. Merci Chouaib Msameh. Je rappelle seulement qu'on nous a signalé quelque chose puisque M. Chouaib Msameh parle de ces policiers comme étant des compatriotes, des concitoyens à part entière, ce dont je suis totalement d'accord avec lui, sauf que ces mêmes policiers devraient empêcher ceux qui sont parmi eux de se livrer à des actes répréhensibles quand ils sont envoyés pour réprimer des manifestations, ce qui a été le cas à Oued Elma, près de Batna. Il y a eu des manifestations qui ont malheureusement dégénéré parce que Oued Elma est une localité où règne un chômage, une misère endémique.
C'est une localité oubliée de tous. Et les jeunes qui en ont marre, parce qu'on a voulu délocaliser un projet industriel qui était chez eux, se sont laissés tomber dans la violence. Et vous savez comment ils ont été réprimés par ces policiers, justement, pas tous heureusement, par certains policiers. Ces policiers sont montés dans les terrasses, ils se sont mis à casser toutes les paraboles des gens qui leur permettent de recevoir des chaînes comme la nôtre pour respirer un peu. Ils ont fracturé des magasins qui vendent des objets plus ou moins chers, comme des téléphones portables, etc. Ils les ont dévastés, ils les ont dévalisés, ils les ont volés. Des policiers qui volent. Ils ont pris à partie des jeunes qu'ils ont frappés à coups de rangers son plein visage. Et ils gardent chez eux une dizaine de ces mêmes manifestants qui ont été très maltraités, nous dit-on. Cette émission est maintenant terminée. Merci à Abdelrahim Rabia, merci à Mirosh Kamour, merci à Rachid Malawi, merci à Chouaib Msameh, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Salam alaikum, je vous rappelle que demain, à la même heure, nous vous présentons une émission que j'anime, Beddarja, c'est une nouvelle émission. J'espère qu'elle vous plaira et j'aimerais que vous soyez au rendez-vous. Merci beaucoup. Tsba'u ala khair. Salam.